Une remontée mécanique tombe très rarement en panne et si cela arrive le plus souvent, les personnes se trouvant sur l'appareil sont évacuées par un système mécanique intégré à l'appareil comme le recours au moteur thermique. Le public sur l'appareil est alors évacué via la ligne de l'appareil. Dans 1% des cas, il peut arriver que l'évacuation ne soit pas possible mécaniquement. On parle alors d'évacuation verticale. C'est la démonstration de ce type d'évacuation dont nous allons assister. Combien ça pèse tout ça? Là on en a pour sur nous 5-6 kilos. Ça va. J'ai pas encore tout sur moi. 15. J'ai ça 15 mais on monte pas avec. Lorsqu'une remontée mécanique tombe en panne, l'évacuation du public doit se faire en moins de 3 heures. Pour les techniciens chargés de l'évacuation, il faut tout d'abord accéder à la tête d'un pylône. L'évacuation du public en cas de panne nécessitant la mise en œuvre de techniques acrobatiques, les équipes sont constituées de binômes. Ici, Thomas au sol assurera son collègue secouriste Franck qui rejoindra les passagers sur les véhicules et les fera descendre. Bonsoir, on va vous laisser vous rapprocher du filet. Dans quelques petites minutes, on va commencer l'évacuation du télécabine Pelmos et on va vous expliquer donc, le déroulement, la procédure. Vient ensuite la pose d'une grosse poulie sur le câble permettant de se déplacer sur celui-ci. Suspendu sous la poulie, le technicien applique les principes habituels du travail en hauteur, à savoir une longe de maintien à un dispositif anti-chute en sécurité. Le câble étant souvent en pente, le voltigeur est habituellement assuré par un collègue positionné sur le pylône amont. Vous évacuez par le biais d'une corde et d'un descendeur et de manière tout à fait sécurite jusqu'au bas de l'appareil sur lequel vous êtes assis, où quelqu'un vous prendra en charge pour vous évacuer à ce moment-là. Dans la technique que vous pouvez voir en ce moment, c'est que le sauveteur arrive, il se prédispose au sommet du train de roulement et il va se mettre par le biais d'une roulette que vous pouvez voir, voilà, se pendre au câble. Il est retenu par le bas par un coéquipier qui va le faire descendre sur ce câble. Voilà, de cette manière-là, donc la roulette. Derrière la roulette, vous verrez, il y a deux crochets qui vont le contre-assurer aussi. Et son équipier va le descendre jusqu'à l'endroit, au siège ou à l'œuf, là en l'occurrence le télécabine, où se trouvera la personne qu'il va falloir évacuer. Donc là, il descend lentement, il y a tout un système de signes, il se regarde, il se parle. Donc quand il arrive à proximité, hop, voilà, il prévient son coéquipier. À partir de ce moment-là, il va entamer une petite descente et pour aller rejoindre la personne qui se situe. Bien sûr, toutes ces techniques sont éprouvées, tous les personnels sont entraînés très régulièrement et très strictement. Donc, on ne peut pas s'assurer dans les meilleures conditions possibles. Ce sont des protocoles pas de risque pour les gens qui sont évacués. Donc là, il arrive, il est installé quand il sera prêt. À présent, le secouriste va devoir pénétrer dans la cabine. Pour ce faire, il va devoir actionner manuellement le dispositif d'ouverture de la porte de celle-ci. Vaut mieux, je reste pour les pauses dans le tunnel vers là où vous avez vu.
Tout va bien? Ouais, très bien. Le secouriste pose un mousqueton au niveau de la suspente de la cabine qui lui permettra d'arrimer le matériel nécessaire à l'évacuation du ou des passagers de celle-ci. Le sauveteur aérien va maintenant enfiler un harnais en forme de triangle aux passagers qui permettra son évacuation. Sa mise en place est facile et rapide et de plus sa conception permet de s'adapter aux diverses tailles et corpulences des victimes. Pour le coup, ça va être assez facile à installer. Le mieux soutenu possible. Il n'y a quasiment aucun geste technique ne sera effectué évidemment par la personne. C'est bien remonté dans le dos? Non. Ah, ok. Suivre les indications du sauveteur et elle va être prise en charge, elle va mettre en place le harnais d'évacuation, on va préparer l'évacuation, ça va l'attacher à ce harnais, il va le mettre dans le vide. À partir du moment où il sera dans le harnais et attaché, là il est totalement sécurisé. Donc là le sauveteur va trouver la solution la plus pratique pour lui et pour pouvoir extraire la personne de... Là il va falloir que tu passes entre mes jambes. Ouais. Allez, Tu m'assois? ouais, t'assois. Donc vous voyez que quand c'est rapide. Tu vas t'incliner, Là la personne... demi-tour, Voilà, la personne pour mettre les mains devant. elle est déjà en suspens. À partir du Devant, les mains sont devant. là, il faut qu'il se place. Voilà, généralement, là, on fait passer la personne entre ses jambes. Sous le cabine, c'est plus pratique. Et là, vous êtes dans le harnais, vous risquez de tomber. Et on vous évacue. Voilà, ça c'est la vitesse d'évacuation. Vous voyez, c'est pas du tout lent. Nickel, là c'est lent. Et en bas, vous avez quelqu'un qui vient vous prendre en charge et que, quel que soit le moment où vous trouvez, vous aide à évacuer, à répondre à la piste, à toute sécurité. Voilà, ça se passe comme ça. Et maintenant, le chauffeur a un petit système de secours et il va continuer soit la progression de la siège à l'évacuer. Nous allons maintenant assister à l'intervention de pisteurs sur une victime au sol. L'évacuation se fera via un traîneau, soit via une barquette. Ici, il s'agit d'un traîneau. Sur un traîneau, le dispositif est pourvu de freins et est utilisé par un seul secouriste à la fois. La barquette, elle, ne dispose pas de freins et est dirigée par deux pisteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Les barquettes sont généralement utilisées en hors-piste. Les pisteurs vont discuter avec la victime afin d'effectuer un bilan et essayer de déterminer les causes de l'accident. Médicaux, est-ce que vous avez autre chose? Non, j'ai pas de problème. Quel jour on est aujourd'hui? Samedi. Samedi, ok. Vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé? Non. Vous avez perdu connaissance ou pas? Je pense, ouais. Vous savez pas? C'est possible. Vous sentez bien vos jambes? Ouais. Ah, c'est un trauma crânien finalement. Après avoir effectué un premier bilan, les secouristes transmettent les infos au centre médical et vont utiliser un matelas à dépression afin de transporter la victime. Il s'agit d'un outil essentiel dans les opérations de sauvetage dans les accidents de ski ou autres situations d'urgence. Ces matelas permettent d'immobiliser les victimes en toute sécurité et de les transporter avec un maximum de confort. Tony, trouve-nous un vaillant pour glisser le coquille. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire qui va pouvoir lui donner un petit coup de main? Allez, vas-y. Tu peux le rejoindre. Il peut arriver que les secouristes fassent appel aux personnes sur place pour les aider dans leurs opérations. Ici, on va procéder au relevage de la personne au sol afin de la glisser dans le matelas coquille en effectuant le minimum de mouvements possible.
On va ensuite procéder à la dépressurisation du matelas à l'aide d'une pompe, ce qui va permettre aux bulles de polystyrène se trouvant à l'intérieur du matelas de venir se resserrer afin de former une espèce de carapace autour de la victime, l'empêchant d'effectuer des mouvements qui pourraient aggraver son état. Une fois la victime sécurisée dans le matelas coquille, on l'attache et elle va être déplacée dans le traîneau qui sera ensuite redescendu au bas des pistes. Nous allons maintenant assister à une démonstration de recherche de victimes prise sous une avalanche à l'aide de chiens. Pour cela, on va simuler l'enfouissement de personnes. Que la victime soit équipée de dispositifs type DVA ou autre, le chien demeure le mode de recherche le plus rapide et le plus efficace. Très bien entraînés, hein. C'est pas au hasard, c'est pareil. Ce sont des chiens qui sont entraînés depuis leur petite enfance, hein, c'est-à-dire qu'on les prend petits et les maîtres chiens les dressent dès qu'ils sont tout petits et les entraînent. Voilà. Donc ce sont vraiment des chiens qui font que ça. Après, ça reste des chiens normaux, mais qui ont un entraînement dès vraiment la plus jeune enfance, quoi. Cet entraînement-là est maintenu d'année en année. Souvent des chiens d'avalanche, mais vous avez aussi tous les organes de secours, tous les corps constitués, secours montagne comme la CRS montagne ou le PGHM, qui eux ont aussi des chiens. Il faut savoir que sur les exercices d'avalanche de grande ampleur, évidemment, tout le monde travaille de concert, hein. Et elle va lui donner l'ordre. Hop, voilà, elle lui a donné son ordre, et à son ordre, il obéit. Donc là, il va chercher, hop, il cherche une odeur, il essaie d'attraper une odeur. Alors le but du chien, c'est d'essayer de sentir des effluves, d'accord? Donc un chien va travailler, et il va essayer d'attraper une odeur. C'est pas un son, c'est pas un bruit, c'est une odeur qu'il va essayer d'attraper. Donc il cherche. Voilà. Ah, alors là, il cherche, tac. Donc là, il a attrapé une odeur. Donc le maître chien le laisse un peu creuser pour qu'il confirme. Donc là, il cherche, hop, et il continue. On n'y va pas tout de suite parce qu'on attend qu'il confirme. Donc là, hop, ah, c'est bon. A priori, c'est confirmé. Il rentre. Donc là, quand il a trouvé, il rentre dans le trou. Et là, il va chercher la personne. Donc là, à ce moment-là, des pelleteurs arrivent et commencent à dégager le trou. Voilà. Et le chien, lui, naturellement, il va commencer à sortir. Est-ce qu'il y a un deuxième pelleteur éventuellement? Voilà. Donc là, le chien rentre dans le trou, va chercher l'avalanché. Donc voilà. À ce moment-là, on commence à pelleter derrière pour aider le chien à venir la chercher. Quand il a attrapé, voilà. Il faut savoir qu'un chien d'avalanche est capable de vous extraire d'un trou. D'accord? Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est très efficace et c'est très rapide. C'est-à-dire que le chien, il n'a pas vu forcément là où on a fait le trou, on a mis lui pour lui. Voilà. Mais par contre, voilà. Et vous avez pu voir, hein, vous êtes nombreux. Et des odeurs, il y en a, hein, d'accord? Donc, il y est, voilà. Et quand il est dirigé sur un lieu par son maître chien, là, il va aller chercher de la zone. C'est la détermination de la zone. Et voilà, ce sont les maîtres chiens. Alors, le chien tout seul, c'est des équipes, hein, c'est le chien et son maître chien. Voilà. Ce sont des binômes qui sont inséparables, qui ont l'habitude de travailler depuis des années. Voilà, il y a Christelle, deuxième maître chien ici. Voilà, ils ont des chiens qui. C'est une question de confiance et de fidélité. Et voilà, c'est un. Quoi, les chiens? Ouais. C'est pas. Voilà. Parce que là, il n'a pas vu où on enterre, donc il n'en sait rien. Lui, il va à l'odeur. Mais voilà. Alors, un chien a l'habitude des profils aussi. Donc là, il confirme et il continue. Vous voyez, il ne s'arrête pas, le chien. Il continue. Un chien, il bataille. Il va aller vous chercher. Voilà. Allez. Il va continuer à creuser. Alors, il faut toujours le laisser un peu creuser. Il faut le laisser faire l'exercice. Et après, hop, dès qu'on est sûr, tac, là, il confirme. Il rentre dans le trou et là, on revient. Voilà. C'est important que ça aille jusqu'au bout parce que c'est comme ça que ça se passe en réalité. Il faut que le chien aille au contact de la personne. Nous allons maintenant assister à une démonstration des risques de ski de nuit sur les zones où les engins de damage sont en plein travail et notamment les engins pourvus de treuils. L'extrémité du câble est arrimée à un point d'ancrage. Ici, pour la simulation, il s'agira d'un arbre. Mais les pistes sont équipées, pour la plupart du temps, de points d'ancrage métalliques normalisés. Afin d'indiquer aux éventuels randonneurs nocturnes de leur présence, les conducteurs d'engins de damage au treuil indiquent leur présence par la pose de panneaux, mais également de gyrophares, qu'ils vont apposer à la fois sur les panneaux, mais aussi sur les points d'ancrage des machines.
La longueur du câble du treuil étant supérieure à 1 km et avec les reliefs et l'obscurité, le conducteur de l'engin ne peut pas voir si les personnes évoluent dans la zone de travail. Nous allons voir ce qui pourrait se passer en cas de collision avec le câble lorsque celui-ci est mis sous tension.